Eh bien, nous allons dire merci aux sponsors de Agile Tour Paris et commencer notre discussion. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film, Sully? Alors, ceux qui ont vu le film, le chiffre 155 devrait leur parler. C'est le nombre de rescapés du vol US Airways 1549, le 15 janvier 2009, qui a améri sur l'Hudson. Alors, la photo n'est pas très nette, hein, je suis désolé. J'étais pas là pour prendre de meilleures photos. Ce qui m'a... Je connaissais pas l'histoire, outre le fait que l'avion avait atterri ce jour-là. Ce qui est assez étonnant, c'est donc le commandant Chesley Sully Sullenberg, en bas à gauche, a réussi à poser un Airbus A320, et c'était la première fois de l'ère moderne des avions qu'il arrive à se poser sans trop de dégâts, surtout humains, et c'est devenu un héros national. Donc jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que le NTSB, donc une agence gouvernementale, s'en est chargé à enquêter sur l'affaire. L'idée était de démontrer que le commandant avait fait une faute professionnelle. Et si c'était avéré, si c'était le cas, on lui retirait ses ailes, pas les ailes de l'avion, mais ses ailes, vous savez, c'est la petite broche. C'est-à-dire qu'on lui retire sa licence de pilote, on lui retire sa pension. C'est la faillite personnelle, c'est la faillite familiale, donc tout s'effondre pour quelqu'un qui a passé 40 ans à piloter des avions. Donc il a atterri, c'est un commandant hors pair, un leader hors pair. Je ne vais pas dire manager, parce que je pense que dans une cabine de pilotage, on ne parlera pas de manager. Mais le NTSB a tout fait pour prouver qu'il avait fait une faute, en n'essayant pas de se dérouter sur Newark ou sur Dieterboro, les deux aéroports qui étaient à quelques miles. Lui a préféré, vous avez la trajectoire ici, donc prendre l'Hudson comme piste d'atterrissage. Le NTSB a mis en évidence, c'est les données à CARS, qu'il y avait encore de la poussée sur le moteur gauche, du moins suffisamment. Et en faisant des simulations numériques, ils ont montré que l'avion a pu se poser à Newark sans problème, ou à Dieterboro. Le commandant Sullenberg a demandé à ce que les simulations soient faites par des vrais pilotes sur simulateur à Toulouse, chez Airbus. Et les pilotes d'Airbus ont réussi à se poser à Newark et à Dieterboro. Donc dans le film, alors je ne sais pas si c'est romancé, je ne sais pas si c'est l'exacte vérité, mais le commandant de bord, en fait, met en évidence le facteur humain. Et on apprend dans le film qu'il a fallu 17 tentatives pour arriver à se poser sur la piste de Newark, et non pas une seule. Que le moteur gauche n'avait plus de poussée du tout, il était HS. Mais en fait, les données numériques, les indicateurs, les métriques, les KPI, non pas les KPI, qui étaient remontés étaient faux. Et en plus, que la simulation leur faisait se dérouter à ce niveau-là, à ce moment-là, tout de suite, dès qu'il y a eu l'impact des oies sur les moteurs gauche et droite, alors qu'en situation normale, le facteur humain, il faut arriver à comprendre ce qui se passe, à décrypter la situation, à analyser vite. Et le facteur humain, moi, c'est ce qui m'a marqué dans le film, c'est le fait que l'on puisse s'attacher à des données techniques, des indicateurs, oublier que ce sont des êtres humains qui pilotent l'avion, et par en fait analogie, oublier que ce sont des êtres humains qui pilotent les organisations. Et les managers qui sont dans cette salle sont des êtres humains, comme les autres. Donc je m'appelle Thierry Cavrel, je travaille pour Renault Digital. Et moi, je suis Franck Belay et je travaille pour Renault Digital. Et nous sommes tous les deux des coachs. Donc on n'est pas des managers. Mais on accompagne depuis de nombreuses années des équipes et des managers. Et l'objet de notre journée, c'est de partager cette expérience. Et donc le manager est-il en voie d'extinction
c'est le titre de notre conférence. Je vais demander, juste pour faire un petit sondage, aux managers, ceux qui sont managers, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Hiérarchique opérationnelle, peu importe. Voilà, donc on a une forte population de managers. Restez debout. Voilà, restez debout, restez debout. Et les autres, vous ne voyez pas, mais ils vont s'asseoir, vous inquiétez pas. maintenant, je vais demander aux managers qui n'ont pas de problème dans leur posture de manager, dans leur situation de manager, de s'asseoir. Ceux qui n'ont pas de problème. Donc ceux qui restent debout, c'est ceux qui n'ont pas de problème. Non, ceux qui restent debout, c'est ceux qui ont des problèmes. Voilà. Très bien. Merci à vous. Alors, je vous ai dit, on est des coachs, on n'est pas des managers, on n'est pas des sociologues non plus. Donc scientifiquement, on ne peut pas répondre à la question « le manager est-il en voie d'extinction ?» Mais on va essayer de vous expliquer l'origine des managers, les années 1900, jusqu'au futur, 2030, et essayer de se projeter pour voir si le manager est en voie d'extinction. Alors, on a fait une recherche rapide sur Internet. Ne lisez pas ce qui est marqué là. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Essayez de trouver une définition du management, du manager. Moi, enfin, je ne sais pas, vous pouvez évidemment le lire malgré tout. C'est le seul slide où il y a du verbatim, où il y a autant de texte, je vous rassure tout de suite. Parce que nous avons horreur de ce type de slide. Le mot manager viendrait d'un mot italien, maneggiare, et puis d'un mot ménager, vieux français. Ménager, c'est tenir sa maison. Et maneggiare, c'est tenir un cheval à la laisse dans un manège. Voilà, donc ça c'est le lien avec le terme manager. Donc après, si vous trouvez que ce n'est pas très flatteur pour votre rôle de manager, je n'y suis pour rien. 1880-1920, l'industrie américaine se développe très très vite et est à court de main-d'œuvre. Donc il y a une main-d'œuvre qui afflue des campagnes, mais les gens qui sont des campagnes sont peu cultivés, voire analphabètes, ne connaissent pas les machines sur lesquelles on va les faire travailler. C'est l'apogée de M. Taylor, en haut à gauche, qui publie en 1911 un traité qui s'appelle l'Organisation scientifique du travail. C'est repris ensuite par Chaplin dans les temps modernes. C'est la Ford T d'Henry Ford. Alors, je vous laisse échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente, soit dit en passant. Pourquoi parler de ça? En fait, Taylor s'est appuyé sur un prédécesseur, Adam Smith, qui est plutôt du 18e, qui lui avait proposé une décomposition du travail verticale, quand Taylor proposait une décomposition du travail horizontale. Horizontale, ça veut dire qu'il y a ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Alors, vous enlevez les pictogrammes, les images des trois personnes qui sont là, et puis vous prenez ce slide, vous le mettez en 2017. Et vous demandez dans votre organisation, mais est-ce qu'on n'a pas des gens chez nous qui pensent pour les autres, qui disent comment faire les choses? Est-ce qu'on n'a pas des gens qui font du développement, d'autres qui font du test, d'autres qui font je ne sais pas quoi, et on est chacun cloisonné? Je vous laisse libre. Nous, on l'a vu, on l'a observé. Les deux combinés, c'est les usines de Ford pour produire la Ford T. Ce que disait Ford à l'époque, c'est deux choses. C'est que tout Américain peut choisir la couleur de sa Ford T du moment qu'elle soit noire. La deuxième chose, c'est que si on avait demandé à Ford, on demandait à Ford, mais que veulent les citoyens américains en termes d'amélioration? Et il a répondu, c'est pas une Ford T. Il voudrait qu'on améliore la capacité de leurs chevaux à aller plus vite. Voilà. On passe aux années 60. Alors vous allez probablement reconnaître quelques images pour ceux qui étaient nés, c'est-à-dire comme moi. Il n'y en a peut-être pas beaucoup dans cette salle, je suis désolé. Ceux qui n'étaient pas nés, je reconnais certaines images. Il y a un personnage éventuellement qui ne nous est pas forcément familier. C'est celui qui est en bas à droite. Monsieur McGregor, la théorie X et la théorie Y. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Et puis, nous avons mis la petite pyramide de Maslow à gauche. Alors, ce n'est pas les années 60, c'est les années 40.
McGregor, il dit quoi? Il dit que dans la théorie X, l'homme n'aime pas le travail. Vous n'aimez pas le travail, je n'aime pas le travail. En partant de ce constat, on a un cercle qu'il appelle le cercle vicieux. Donc, s'il n'aime pas le travail, il faut le contrôler, il faut le commander. Le comportement, c'est un comportement passif, voire pire. Et derrière, qu'est-ce qu'on constate chez les gens? Pas d'esprit d'initiative, pas de sens des responsabilités, entre autres. C'est très résumé. La théorie Y, l'homme peut être motivé par le travail. Donc les deux théories s'opposent. Donc on peut adapter un style de direction plus lourde. Vous voyez bien que dans ce cercle, on est plutôt dans un cercle vertueux. Donc c'est un peu caricatural, c'est un peu schématique d'avoir les X et les Y. Attention, il n'y a aucun lien avec la génération X et la génération Y. Je tiens à le préciser. On est dans les années 60. La génération Y, c'est bien plus tard. Donc tout ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y aurait deux comportements possibles qui induiraient deux modes de management derrière. Le précédent est peut-être un petit peu plus répressif, voire coercitif, et qu'il faudra peut-être adapter. Une des conclusions, donc ça c'était sur le site d'AEBA de Fabrice Semetti, les directions d'entreprise sont les principales responsables de la motivation du personnel. La petite chose qui m'embête, c'est motivation du personnel. Levez la main ceux qui pensent que l'on peut motiver le personnel. Il n'y a pas de piège, hein? Ah, il y en a un qui a levé la main. Hein. Deux seulement. Et les autres, pourquoi vous n'avez pas levé la main? Parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas osé? On peut créer les conditions de la motivation, on ne peut pas motiver. Oui, on parle d'automotivation. Donc on met ce qu'il faut à disposition du personnel, des collaborateurs, des employés, pour qu'ils se motivent. On parle donc d'automotivation. Donc McGregor pensait dans les années 60 qu'à la fin des années 60, il n'y aura plus de X. Il n'y aura plus de style X. On serait tous dans le style, je vais le remettre ici, l'homme peut être motivé par le travail, et donc du coup, on aurait des organisations où ça coulerait de source. Il s'est un peu trompé. Un petit peu, sur la date du moins. Dis-moi Thierry, j'aimerais bien que tu m'expliques le slide, là, parce que là je vois un axe des X qui est assez théorie X, théorie horizontal, puis l'axe des Y qui monte, il y avait un sens? C'est toi qui le vois. Ok. Bon, vous voyez. Ah, là on arrive aux années 2000. Ça vous connaissez. Les années 2000, en fait, on est en train de vivre un grand changement. On a des méthodologies qui sont arrivées dans les années 90, etc. Et puis en 2001, on a officialisé le manifeste agile. Je ne veux pas vous expliquer le manifeste agile, mais voilà, 2001, on a un grand changement qui s'opère. Il faut faire de l'agile, donc opposé à tous les trucs qui ont été imaginés avant. Et vous regardez le manifeste agile, on ne parle pas trop des managers, pas plus que ça. Et puis, vous regardez Scrum, la méthodologie agile la plus connue. Là, chez Scrum, on a le Scrum Master, on a le Product Owner, on a l'équipe, et puis on n'a plus de manager du tout. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez la métaphore de la poule et du cochon. Le cochon, c'est les gens qui sont impliqués, voilà, les gens qui travaillent. Puis le manager, c'est le poulet, c'est les gens qui sont concernés, qui ne servent à rien. Puis au final, en gros, le manager, qu'est-ce qu'on en fait? Les équipes, elles disent c'est très simple, débarrassons-nous des managers. Terminé, plus de manager, c'est fini. Ouais, c'est simple. On n'a plus de manager, tout va bien. Sauf que quand vous êtes sur le terrain, et j'ai été sur le terrain de très nombreuses fois, dès que l'équipe a la moindre difficulté, elle dit « Oh là, on a un problème, il faut nous aider ». Et là, Scrum Master, alors si on dit le Scrum Master il va, mais bon, il va où? Donc on voit bien qu'il y a un truc qui manque dans le Scrum, puis dans le manifeste agile aussi. Et puis comme il y a un grand trou, on a sorti plein de livres. Voilà. Et vous voyez que c'est pas clair. Hein. J'en ai lu quelques-uns, je les ai pas tous lus, mais globalement, c'est pas très aligné. Enfin, en gros, on se cherche. Alors on parle quand même d'un manager agile, mais
c'est pas clair. Ouais, le manager agile. Management 3.0 aussi, ça c'est pas mal aussi. Mais en fait, c'est pas... ça va pas. Alors, Thierry, est-ce que tu as une idée de ce que serait ce manager agile dont on parle? Pour ceux qui font de l'agile, vous avez probablement entendu parler du servant leader, le serviteur leader. Donc ça c'est Robert Greenleaf, c'est dans les années 70, il est décédé depuis. Donc c'est lui qui a poussé l'idée du leadership versus le management, au sens management, command and control, le commandement et le contrôle. Le commandement et le contrôle, c'est hérité de l'armée, du fonctionnement des militaires, avec une petite nuance importante, c'est qu'à l'armée, le commandement et le contrôle, celui qui commande n'est pas celui qui contrôle. Dans les entreprises, celui qui commande, le manager qui commande et qui contrôle, c'est la même personne. Et là où il y a probablement un biais, c'est que ce soit la même personne et le juge est parti. Voilà. Je ne fais pas l'apologie du fonctionnement militaire ou quoi que ce soit, mais quand on veut s'inspirer de quelque chose, autant le faire bien. Par exemple, le cycle en V. Vous vous souvenez du cycle en V? Ça vous parle encore? Ou le cycle en cascade même. C'est Winston Royce en 1970 qui a publié le document le plus ancien qu'on a déterré, où il expliquait à la page 4 que ce serait bien de faire des cycles en cascade, mais plusieurs fois de suite dans le même projet. Et moi, le premier, peut-être vous, on s'est arrêté à la page 3. C'est dommage. Donc on n'est pas là pour vous expliquer c'est quoi un manager versus un leader. Je pense que chacun a une idée plus ou moins précise. On essaye, Robert Greenleaf, il faut développer les personnes, et pour ça, il faut des leaders qui montrent la voie, etc. Le leader, c'est pas forcément le manager. Donc le manager, il doit avoir de l'empathie. C'est ce qu'on lui demande aujourd'hui, assez souvent. Là, c'est quoi là? Ouais, mais c'est là, confiance. N'aie pas peur et confiance. Voilà, pour ceux qui se souviennent de Mowgli. La délégation, empowerment, en français, ça se traduit par quoi? C'est facile, vous l'avez sur l'écran. Principe de subsidiarité. Attention, il faut vous entraîner si vous voulez le prononcer correctement. C'est-à-dire déléguer la prise de décision au bon niveau de l'entreprise. Alors le lien avec l'entreprise libérée n'est pas loin. Le lien avec les générations X, Y, enfin les débats sur les générations X, Y, Z n'est pas loin non plus. Donc ça, entre autres, en plus de ce que fait le manager habituellement, de faire des plans, de mesurer, d'évaluer, etc., on va lui demander ça, on va dire dans un contexte agile ou hors agile. Je pense que ça fait débat là ou pas? Il y a des gens qui sont viscéralement contre. Dites-le, n'hésitez pas. Est-ce que lui bénéficie du même traitement? Est-ce que lui, il est à la même enseigne? Est-ce que son propre manager va le traiter avec la même empathie, la même confiance, lui déléguer la prise de responsabilité? Moi, ma réponse, de ce que j'ai observé, c'est-à-dire un tout petit bout, c'est non. Ou peut-être le premier niveau de management, mais au fur et à mesure que l'on monte, on ne retrouve pas les mêmes principes, les mêmes concepts à la base. Donc on est dans un schéma où on a un manager, il est là, hein, vous êtes là, qui subit de fortes pressions, et ça ne va pas aller aujourd'hui en se réduisant. Un manager aujourd'hui prend autant de décisions dans une journée qu'un manager en 1900 en un mois. Donc 22 jours ouvrés dans le mois, c'est-à-dire qu'il a 22 fois plus de temps en 1900 ou 22 fois moins de temps pour prendre des décisions en 2017. On lui demande de changer de posture. Ses équipes sont auto-organisées. Mais pourquoi pas autogérées aussi? Ou autodéterminées, etc. On va lui mettre entre les pattes le bonheur au travail. Il faut du bonheur au travail. C'est votre rôle, manager, de mettre en place le bonheur au travail, non? Puis on va libérer les entreprises. Libérer de quoi? Des managers. Et là, vous avez ici, succès, avancement, succès. C'est pour représenter quel principe? Pascal? Principe de Peter.
Donc tout employé dans une grande structure sera amené à occuper un poste, un niveau d'incompétence. Donc en théorie, dans une entreprise, à force d'être repéré, promu, puis repéré, puis promu, arrive un jour où on considérera que vous avez atteint le maximum. Donc vous devenez incompétent du point de vue de l'organisation et on va vous laisser là. Et vous allez stagner. Et voilà, vous êtes en situation d'échec. Donc le manager, on a beau faire aujourd'hui, on peut le prendre sur toutes les coutures, on peut l'analyser sur toutes les solutions que l'on veut. On est, pour moi, dans une impasse. Bon, c'est pas très réjouissant tout ça. Malgré tout, ce qui est sous-jacent de tout ce qu'on vient de dire, c'est que on a des petites phrases qu'on entend en 2017. Et ces petites phrases, moi je les ai entendues, mais je suis sûr que vous avez entendu des phrases très similaires chez vous. Par exemple, si il continue comme ça, on va droit dans le mur. Alors il, on ne sait pas qui c'est, mais on pointe des gens là-haut, des gens qu'on ne voit jamais, mais on ne sait pas vraiment, c'est très impersonnel. Et puis le on, c'est nous, mais pas moi. Donc là, vous voyez bien, c'est un équipier qui parle, qui est complètement désengagé de l'avenir de l'entreprise. Donc on a de l'énergie qui est déployée pour ce désengagement. Cette énergie, elle est employée pour des mauvaises choses. C'est bien dommage. Une autre petite phrase. Je suis chef de service, bon, c'est un manager donc, mais je ne peux rien changer. Alors si toi, chef de service, tu ne peux rien changer, qui peut changer des choses dans l'organisation? Oui, mais moi, je suis responsable d'un service en silo, je ne peux pas agir sur les silos d'à côté. Oui, mais tu connais les managers d'à côté et ensemble, vous pouvez faire des choses ensemble. Et puis surtout, vous avez des gens à côté qui vous attendent. Parce que le il, c'est vous. Et le il, en fait, l'énergie qu'il déploie, on pourrait peut-être profiter de cette énergie pour améliorer la situation. La situation du manager qui est coincé, parce que le système fait que ses marges de manœuvre sont trop limitées. Et puis les équipiers qui ne sont qu'en attente pour aller plus loin. D'autres petites phrases. Je ne vois pas comment on pourrait appliquer cela chez nous. Alors là, en fait, on a un manager qui, on lui parle d'agile, tout ça, etc. Et non, moi, chez moi, je ne vois pas comment c'est possible. C'est pas possible. Puis à côté, vous allez voir les équipiers, on leur parle d'agile, pareil. Hurrah, enfin, ça fait 10 ans qu'on attend ça. Donc là encore, on a l'énergie. Ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à y aller. Tout le monde est prêt. Puis le manager qui est là pour dire « je ne vois pas comment ça peut se faire ». Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait, puisque l'énergie est là, et il y a le gros point d'interrogation, comment faire? Alors le dernier truc de manager, illustré par cette image, de toute façon, je n'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai déjà tellement de réunions, tellement de machins, tellement de trucs, que non, désolé, je ne peux pas m'améliorer, même si on me propose de m'améliorer, même si je propose de changer les choses, j'ai pas le temps, j'ai juste pas le temps, mon agenda est plein. Sauf que si on ne fait rien, la situation ne changera pas. Donc il y a bien un moment donné, il faut se poser la question, quand est-ce que je peux envisager cette roue pour faire avancer mon carrosse? Tant qu'on ne déclenche pas cet événement, rien ne changera. Donc on voit bien que là, les managers doivent réagir, ont un rôle, et ils ont en fait toutes les clés en main pour y aller. La seule chose qui manque, c'est le déclencheur. Alors on va dire, ils n'ont pas d'idée. Soit, le manager, ce n'est qu'un seul cerveau, un beau cerveau, mais un seul cerveau. Face aux centaines de cerveaux qu'il y a dans l'entreprise, le manager, il est tout petit au niveau intelligence. Les 100 cerveaux sont peut-être pas 100 fois plus intelligents, mais de l'ordre de 100 fois plus intelligents que le manager. Et donc c'est là où on arrive à la problématique de complexité galopante. Donc cette complexité galopante, c'est la réalité des entreprises. Chaque semaine qui passe devient de plus en plus complexe à gérer. On n'a jamais un truc, on a fini, on passe à autre chose. On a un truc, on fait un truc en plus, on fait encore un truc en plus. Alors,
ça n'a de cesse. Et on essaye toujours de s'adapter à ces situations-là. Et ces situations-là deviennent de plus en plus complexes. Le sentiment général, c'est, globalement, alors je parle de l'IT pour prendre l'exemple de l'IT, mais ils foutent de moins en moins de choses. Ouais, ok, ils produisent de moins en moins de fonctionnalités, peut-être, mais les fonctionnalités sont de plus en plus complexes, parce que la complexité est galopante. Et donc, on a Yves Morieux qui proposait 6 règles pour simplifier le travail dans un contexte qui est de plus en plus complexe. Et on voit bien que la complexité, il en parlait tout à l'heure Thierry en parlant de 1900, la complexité, le nombre de prises de décision qui sont nécessaires sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'hier. On est dans un monde très complexe. Et donc avec l'organisation... Attends, juste sur Yves Morieux en 2013 est venu dans notre société pour faire une conférence dans le cadre du lancement de grands plans de transformation sur 10 ans. Je pense que ce n'est pas la seule société qui ait fait ça. Et dans sa présentation, il expliquait que le BCG, donc c'est ça la société pour laquelle il travaille, le Boston Consulting Group, avait fait une étude sur une évaluation en fait, de la complexité des systèmes. Et entre 1965, je crois, et 2012, il y avait un facteur 5 ou 6 en termes de complexité, donc à la fois fonctionnel et technique. Sur la même base de calcul, ils ont fait une évaluation sur la complexité des organisations, sur une échelle de 1 à 36. Le 36 étant le max. Et l'évaluation du BCG, c'est que les organisations, les grandes structures, je ne parle pas des startups ou des PME, bien sûr, les grandes structures sont au rang 35 sur 36. C'est-à-dire qu'on est à un point près au maximum de ce qu'une organisation, avec sa manière de faire aujourd'hui, peut donner. C'est-à-dire que vous êtes sur l'autoroute, vous êtes à fond sur l'accélérateur, et vous avez une voiture qui vous passe 2-3 fois plus vite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écraser un peu plus l'accélérateur. Vous ne la rattraperez pas, si tant est que ce soit le but. Imaginons que ce ne soit pas l'autoroute, mais un circuit, ce sera plus crédible. La seule solution pour être concurrencer la voiture qui vient de vous dépasser, c'est de changer le moteur, changer la voiture, changer l'approche. Si on veut simplement tuner nos organisations pour avoir l'écran, non pas le cran supplémentaire en termes de performance, selon Yves Morieux et le BCG, il n'y a aucune chance. Alors, petite précision. C'est aussi le BCG qui avait mis la société en question, notre société, dans la situation où elle se trouvait. Alors, simplifions les choses. C'est pas une critique du BCG, c'est... Simplifions les choses. Le modèle pyramidal. Voilà, le modèle pyramidal. Bon, ça, vous avez déjà entendu parler, aplatir la pyramide, avoir des organisations beaucoup plus plates. Alors là, forcément, du coup, on a moins de managers. Ça, c'est un fait. C'est mécanique. L'idée, c'est de passer d'un mode où on a des lois, des normes, des règles, des protocoles à respecter, à un mode où on va favoriser les interactions et les collaborations. Alors oui, là, il y a une partie des managers qui sont en voie de disparition, puisqu'il y en aura mécaniquement moins. Mais la finalité, finalement, ce qu'on recherche dans l'efficacité, c'est plutôt un modèle en réseau. Pourquoi? Parce que tout simplement, le réseau, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Dans votre quotidien, vous parlez au service d'à côté, vous n'en référez pas avec votre manager, vous allez voir directement vos amis professionnels, les gens avec qui vous avez une connexion spécifique. Et donc, quand vous faites une sociomap, la cartographie des interactions qu'il y a dans l'entreprise, vous voyez bien qu'on n'est absolument pas du tout dans le modèle qui est là. Et donc, Marc Alévi, 5 ruptures, 5 principes, présente notamment cette application du modèle en réseau. Nous vivons naturellement en réseau, nous travaillons en réseau, nous évoluons en réseau. Donc il est temps de comprendre ce que réseau veut dire, c'est-à-dire travailler dans un mode qui n'est plus porté par des lois, des normes, des règles et des protocoles, mais dans un mode où on favorise les interactions et la collaboration. Le modèle hiérarchique, c'est le modèle mathématique qui garantit le minimum de relations. Donc mettez un modèle hiérarchique si vous ne voulez pas de relations entre les gens. Le réseau, c'est compliqué. Vous prenez 10 personnes en hiérarchique, vous avez un certain nombre de relations. Vous prenez une équipe de 10 personnes, si je ne me suis pas trompé, c'est 46 relations.
si tout le monde est connecté avec les autres. Et ce qu'on va rechercher en agile, c'est la connexion. Maintenant, le manager là-dedans. Ça se complique, mais passer de ce mode-là à ce mode-là, ça ne se décrète pas, ça se met en place. Alors vous avez l'intelligence collective qui est votre levier. Vous avez un cerveau, vous avez 100 cerveaux en face de vous, faites travailler les 101 cerveaux pour trouver ces moyens de faire fonctionner l'entreprise en réseau. Et vous avez dans les équipes des très très bonnes idées qui permettraient de solutionner vos points de problème. Et donc favoriser les interactions avec les équipes pour l'amélioration de l'organisation, c'est vraiment quelque chose qui est très positif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens ont apporté l'idée, et bien ils vont l'adopter de fait. Alors que quand vous êtes dans du top-down, on vous dit faites comme ça, ben, ce n'est pas leur idée. Voilà. Donc cette intelligence collective, c'est vraiment l'une des clés, la clé fondamentale pour pouvoir avancer dans ce rôle-là. Alors vous avez l'holacratie, hein, qui est une illustration de la mise en œuvre de cette intelligence collective, passer du modèle hiérarchique au modèle réseau. Il y a toute une littérature derrière cela. Vous avez aussi la psychologie positive. La plupart du temps, on est en train d'essayer de dire ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire, ou alors on n'a pas le droit de se planter, on ne peut pas se planter. Voilà, à l'impossible, nul n'est tenu, mais à partir du moment où on met en place cette psychologie positive, ben, les choses deviennent possibles, parce que quand on y croit, on a beaucoup plus de chances d'y arriver que quand on n'y croit pas. Et ça, cette psychologie positive, aujourd'hui, la culture de la psychologie positive dans l'entreprise, on le voit assez rarement. Et puis, vous avez plein d'autres types d'organisations, vous avez plein de littérature à votre disposition. Cette notion d'organisation apprenante qui met en œuvre un ensemble de pratiques et de dispositifs pour être en phase avec son écosystème. Vous avez vu qu'on est en complexité galopante. Si vous essayez de mettre en place une organisation hiérarchique adaptée à votre nouvelle situation, le temps que l'organisation se mette en place, elle est déjà obsolète. Et en plus, il faut le temps qu'elle démarre. Donc déjà, vous êtes raté. Vous avez raté. L'organisation apprenante, c'est justement celle qui va réagir beaucoup plus en temps réel. Les entreprises humanistes, alors est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est une réalité ? Voilà, ça, vous pouvez vous faire votre opinion. Mais l'idée, c'est de passer d'un mode où on a la vision à court terme, avec beaucoup de pression et des objectifs inatteignables qu'on n'arrive pas à mettre en avant, puisque vous connaissez les indicateurs pastèques, hein, vert dehors, rouge dedans, à une notion où on va travailler sur le bien-être des salariés, le respect de l'environnement, l'impact positif sur la société. Des choses qui, directement, ne font pas rapporter de l'argent, mais indirectement, oui. Donc, vous y croyez pas, ça, c'est une autre piste. Mais au final, si on résume tout ça, parce que vous avez plein de façons d'imaginer, vous avez une littérature pléthorique là-dessus, au final, la clé, c'est celle-là. C'est-à-dire la délégation de la prise de décision. Thierry en parlait. Pourquoi ? Parce que vous êtes manager, vous êtes responsable. S'il y a un problème, c'est vous qui allez vous faire taper dessus. Donc déléguer, ça veut dire, je risque de me faire taper dessus, mais je délègue. Je dois faire le lâcher-prise, lâcher le contrôle et avoir confiance en mes équipes. Et c'est cette confiance qui fait qu'on va arriver à la délégation de décision qui va réellement fonctionner. Et ce moment-là, c'est un petit peu comme vous faites un saut en parachute. Vous lâchez prise, vous êtes en l'air, vous ne savez pas si le parachute va s'ouvrir, et vous tombez. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Il faut juste que le parachute s'ouvre avant que ce soit trop tard. Et ça, c'est vraiment la chose, résumée en un slide, la chose la plus compliquée à appréhender pour un manager. Et à partir du moment où on a passé ce cap-là, tout le reste devient facile. On parle un peu de futur, 2030. C'est où ça ? C'est à Paris, il y a Tour Eiffel. Paris 2030. Ça ressemble pas trop à
au Paris qu'on connaît d'aujourd'hui. Regardez il y a 15 ans, regardez aujourd'hui, le monde a changé. On a des Vélib partout, avant c'était mortel de se déplacer. Ouais, il n'y a plus de Vélib, ok, ça arrive, ok. Mais les gens se déplaçaient en vélo, avant c'était le tout voiture. On a des trottinettes maintenant, enfin. Ce matin, à la télévision, aux journaux, ils annonçaient que 15% des métiers en 2025 seraient remplacés par des robots, en particulier dans l'administration. Et comme quoi, regarder Télématin, ça a de l'intérêt. Ouais, moi j'ai pas regardé Télématin ce matin. Donc tu dormais. Donc 2030, que vont devenir les managers en 2030 ? Alors Thierry l'a évoqué tout à l'heure, la génération X, la génération Y, la génération Z. Avant, c'est la génération des baby boomers. Alors les baby boomers, c'est les managers d'aujourd'hui, en tout cas les plus haut placés. Ils seront tous retraités. Les plus anciens, tu veux dire? Les plus anciens, pareil. Ils sont tous retraités. Donc ils sont sortis de l'équation. Génération X, j'en fais partie. J'approche de la retraite. Génération Y, c'est eux qui seront le cœur de l'entreprise, mais surtout la génération Z. La génération Z, ils passent leur bac là. Ils représenteront un tiers des employés de l'entreprise. Levez la main ceux qui ont moins de 35 ans, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour les Y. Voilà. Donc c'est vous qui allez faire l'avenir des entreprises. C'est vous qui allez définir le management de 2030. C'est pas nous. Et il est clair que ces générations sont de moins en moins enclins à accepter le mode de management de 1910. Et c'est logique. Alors, en 2030, projetons-nous, il y a une étude qui dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc voilà, presque tous, moi y compris, votre job, vous l'avez perdu. Il va falloir trouver autre chose. Cette autre chose est à construire. Et ce poste, il doit être meilleur que celui que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez le poinçonneur des lilas? Non. Personne ne regrette le poinçonneur des lilas, en particulier ceux qui l'étaient. Et le cocher, pour sa diligence. Le cocher, c'est ce qui a donné le nom de coach. Bougez. Ils n'ont pas disparu. Ils ont juste changé de métier, tout simplement. Donc voilà, votre métier va changer. Autre chose, le manifeste agile, vous savez le truc qu'on défend? Bah, ça sera aussi vieux que le cycle en V. Donc en gros, on va avoir des gens qui vont être plus jeunes que nous, qui vont nous dire mais attends, ton truc agile là, arrête, il faut qu'on passe à autre chose. Donc il faut aussi se préparer à faire une croix sur le manifeste agile. Ça va arriver. On commence déjà à en parler. Donc il va s'en passer des choses en 2030. Moi je ne sais pas si les managers sont en voie d'extinction. Voilà, je ne suis pas un sociologue, je ne peux pas vous le dire, mais j'ai une petite intuition. Oui, ça va changer. Il y en aura encore, selon moi, mais clairement pas les mêmes. Il aura vraiment changé. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'il y a plein d'outils. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ou ont entendu parler de Appreciative Inquiry. Il y a plein de techniques pour nous aider les uns les autres au niveau du coaching, au niveau des équipes de développement, du management, des organisations, etc. Il y a plein de choses, on peut faire plein de choses. Moi, il y a plusieurs choses qui m'embêtent. Un, c'est que la plupart du temps, alors peut-être déjà avec un focus sur les grandes entreprises, le modèle d'organisation, il date de 1911. Donc on n'a pas évolué. Alors on aurait pu vous mettre une photo de la Ford T, noire bien sûr, avec une voiture qui serait sortie en 2017. Et vous auriez vu une différence, je ne sais même pas comment on peut la qualifier, la différence, elle est évidente. En style de management, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Deuxième chose, dans nos organisations, on entend souvent, dans une transformation agile, le plus difficile, c'est le middle management. La plus grosse difficulté est à ce niveau-là. Mais pourquoi? Parce que le manager, on lui demande de faire des choses différentes.
ou d'appréhender des situations différentes en le conservant dans un contexte, dans un écosystème qui ne change pas, ou peu, ou pas beaucoup. Alors s'il change dans vos organisations, tant mieux. Tant mieux. Mais le manager, on le met dans une situation qui, pour moi, est impossible à gérer. J'étais chef de service, j'étais chef de département, j'étais responsable d'une BU. J'ai ma petite expérience, toute petite. J'ai bien vécu, hein, je vous rassure. Mais je suis passé coach parce qu'aujourd'hui, en tant que coach, je pense que je peux aider beaucoup plus les organisations. J'ai beaucoup plus de leviers à mon actif que le manager qui doit répondre à des KPI. Tous les mois, il fallait remplir le fameux tableau Excel pour le patron qui lui-même le remplissait pour son patron et ainsi de suite. Et tout ce contexte de management, il n'a pas évolué, ou peu, ou pas beaucoup. Et je rêverais d'une chose dans cette salle, c'est que quelqu'un se lève en disant « si, chez moi c'est différent ». Parce qu'à ce moment-là, venez nous voir juste après le dernier slide, et puis on en discute. Alors le dernier slide, merci à vous.